Cette vidéo ne contient pas de spoil majeur à l'histoire de Code Geass, ainsi vous pouvez la regarder sans crainte. Code Geass est un anime original qui a marqué la communauté anime, de par sa fin qui nous a bouleversés et est encore considéré par beaucoup comme l'anime avec la meilleure fin. Lorsque l'on parle de Code Geass, les personnes parlent en réalité de Code Geass Lelouch of the Rebellion. Mais en réalité, Code Geass est devenu une licence dans laquelle il est difficile de s'y retrouver. Avant d'aborder la question qui nous intéresse, il me faut aborder la licence dans son entièreté. Donc voici un petit zoom sur l'anime Code Geass. En 2006 sort la première saison de la série principale Code Geass Lelouch of the Rebellion. Dans le DVD de celui-ci on retrouve 9 épisodes spéciaux qu'on appelle des picture dramas. Les picture dramas sont des petites scénettes avec des plans fixes accompagnés de la voix des personnages. Ce sont des scènes que l'on n'a pas vues dans l'anime ou alors des scènes de fanservice. En 2008 sort Code Geass Lelouch of the Rebellion R2, qui est donc la saison 2 de l'anime original, qui conclut l'histoire principale de Code Geass. Et comme la saison 1, on retrouve dans le DVD de celui-ci des épisodes spéciaux. Ces deux saisons ont chacune eu droit à une OAV récapitulative de la saison dont le premier est sorti avant la saison 2. Puis pendant quelques années, on a eu un creux dans lequel sont sortis plusieurs OAV et épisodes spéciaux. C'est en 2016 que Code Geass Lelouch of the Rebellion refait parler de lui avec une grosse annonce pour les 10 ans de la série. En 2017 et 2018 sort au cinéma 3 films remake des 2 saisons de Code Geass ainsi qu'un 4ème film qui est la suite directe de Code Geass, appelé Code Geass Fukatsu no Lelouch. La trilogie remake contient des scènes inédites et on peut remarquer des modifications majeures dans le scénario entre la série TV show et la trilogie. Ça c'est pour la série principale Code Geass, car une autre série dans le même univers est sortie en 5 OAV ou films, de 2012 à 2016. Il s'agit de Code Geass Akito the Exiled. Pour résumer la série, on suit Akito, un Eleven immigré en Europe. L'histoire se situe entre la S1 et la S2 de Code Geass Lelouch of the Rebellion, et nous montre la guerre entre l'Europe et l'Euro-Britannia, dont on nous parle un peu dans la saison 2 de Code Geass. Il faut savoir que 86 a sûrement plagié Code Geass Akito the Exiled, car il y a énormément de similitudes entre le film 1 de Code Geass Akito the Exiled et 86, qui ne peuvent être dues au hasard. Je vous laisse regarder l'anime et vous faire votre propre avis. Vous vous demandez sûrement si Akito the Exiled fait partie intégrante de l'histoire de Code Geass, c'est-à-dire s'il est canon. Oui, l'histoire peut être considérée comme canon, car elle ne déroge pas aux règles de l'univers, comme le démontre sur le subreddit de Code Geass l'utilisateur Kuselju. Dans le DVD de chaque Akito the Exiled, on retrouve un épisode spécial Pictural Drama, sauf pour le premier film. Enfin, récemment nous avons eu des infos sur le nouveau projet Code Geass qui serait un film appelé Code Geass Rose of the Recapture, renommé en Code Geass The of the Recapture. Le film suit d'autres personnages que ceux de Lelouch of the Rebellion et d'Akito the Exiled. Il sortira en mai 2024 au Japon. Je ne vous ai pas cité toutes les OAV, comme par exemple le pictural drama d'un manga spin-off de Code Geass Sobo no Oz, sorti en 2012, qui se concentre sur les événements qui ont amené à la création des Chevaliers de Glinda. La licence Code Geass est très large, avec des adaptations en manga, en laine et aussi de l'histoire alternative sur ces mêmes médiums. C'est l'adaptation en manga de Code Geass Lelouch of the Rebellion qui amène le sujet de la vidéo, car en effet l'adaptation de Code Geass Lelouch of the Rebellion est prépubliée dans un magazine shoujo, ce qui fait donc du manga un shoujo. Un deuxième élément qui soutient l'hypothèse que Code Geass est un shoujo est la participation de Clamp au Chara Design. Toutefois, Code Geass est un anime original, donc l'anime ne rentre pas dans ces catégories. Mais il serait stupide de s'arrêter là et nier le fait que Code Geass pourrait viser un public en particulier. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, on va se demander si Code Geass est un shoujo. Vous êtes sur la chaîne de Ikigaya Disorder et aujourd'hui on va essayer de clore un débat. Code Geass est-il un shoujo? Un animé peut-il avoir un public cible? Si on rejette le terme de shoujo shonen pour parler d'un anime original, il reste toutefois à ne pas douter que les animes ont un public cible. Avez-vous déjà entendu parler du male gaze? Ce concept se traduit par regard masculin. Le male gaze, introduit par Laura Mulvey, vient à l'origine du cinéma, mais il est maintenant admis qu'on le retrouve dans la culture visuelle dominante. Concrètement, le male gaze postule que la culture visuelle dominante impose un regard masculin. Je cite Mulvey, dans un monde gouverné par l'inégalité entre les sexes, le plaisir éprouvé à regarder s'est trouvé divisé entre l'actif masculin et le passif féminin. Le regard masculin déterminant projette ses fantasmes sur la figure féminine, laquelle est façonnée en conséquence. En résumé, le male gaze peut se présenter
par la sexualisation des personnages féminins dans la fiction, avec des corps qui correspondent au canon de beauté fantasmé par les hommes et par la manière dont leur corps est montré par la caméra. Les canons de beauté sont toujours hétérocentrés et cisgenres. Il y a aussi dans ce concept le rôle que jouent les personnages féminins et masculins, par exemple le personnage féminin qui ne sert que de love interest. Donc de base, la culture visuelle semble, par ce regard masculin, destinée à un public masculin, même si les femmes par habitude s'en accommodent. Mais le retrouve-t-on dans la japanimation? Pour le vérifier, regardons quels sont les mangas adaptés en anime. Sur animeplanet.com, en décembre 2023, pour 1914 anime TV show terminé, qui est adapté à manga, nous avons 167 shoujo, 792 shonen, 492 seinen et 56 josei. Donc de manière générale, les mangas visant un public masculin sont beaucoup plus souvent adaptés. Certains pourraient me dire que c'est peut-être une histoire de proportion et qu'il y aurait plus de mangas shonen, mais au contraire, il y a plus de mangas shoujo recensés sur MyAnimeList que de shonen. 8291 shoujo contre 6481 shonen. Donc ce n'est pas une explication satisfaisante. Vérifions sur un autre site pour confirmer les données. Sur MyAnimeList, lorsqu'on va dans les recherches avancées pour chercher un anime, on peut choisir les cibles démographiques. Dans ces catégories ne se trouvent pas seulement des adaptations de mangas, mais aussi des LN et d'autres. Ainsi, pour l'ensemble des animés comprenant les TV shows, OAV, épisodes spéciaux, etc., nous avons 476 shoujo, 1914 shonen, 996 seinen et 153 josei en décembre 2023. Ce qui, encore une fois, va dans le sens que les animes semblent viser majoritairement un public masculin. Une des limites de ces chiffres est que tous les animes ne sont pas mis dans ces catégories, donc peut-être que le reste est neutre. Ça reste difficile à savoir et j'avoue que je pencherai toujours sur le fait qu'en majorité les animes visent un public masculin, même pour les animes originaux. Et ça se voit par plein d'éléments, comme le chara-design et le fanservice. Mais du coup, qu'est-ce que le fanservice? Le fanservice est défini comme le contenu digressif ou superflu ayant pour objectif de faire plaisir aux fans. Le fanservice le plus connu étant les connotations sexuelles, avec par exemple les scènes de bain ou port de tenues suggestives ou de tenues visant un fétichisme. Mais il existe plein d'autres types de fanservice, comme les références, mettre en avant un certain personnage plus apprécié, etc. On a un exemple récent avec la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui fait apparaître un personnage très apprécié du public pour le faire combattre alors que son apparition en elle-même n'avait pas d'utilité pour l'arc. Dans l'animation japonaise, lorsque l'on parle de fanservice, on a tendance à penser à la sexualisation des personnages féminins. Et si on regarde les exemples cités de fanservice dans l'animation japonaise sur Wikipédia, on trouve exclusivement des éléments se rapportant à la sexualisation des personnages féminins, comme le ecchi, les scènes de douche, de bain, le gay nice bounce, qui est l'animation dessin, ou encore le costume de soubrette. Bref, quand on parle de fanservice, on ne pense qu'à des éléments visant un public masculin hétéro. Et le fanservice visant un public féminin, lui, est très peu défini, ce qui correspond totalement au male gaze. Un autre élément qui penche en faveur du male gaze est la place des femmes dans la production des animés. Car oui, quand tu es une femme, c'est plus facile de proposer un regard plus féminin. Dans le milieu de l'animation japonaise, les personnes occupant les postes les plus importants dans la production d'animés, comme directeurs de séries ou aussi appelés réalisateurs, sont en grande majorité des hommes. On pourrait utiliser le terme de plafond de verre. Le plafond de verre fait référence à la difficulté des femmes à accéder à des postes à haute responsabilité. Sur le site Onano Kantoku, on trouve des chiffres sur les directrices de séries, l'un des postes les plus importants de la production d'un anime. Ces graphiques nous montrent le nombre de réalisatrices d'animes entre 2011 et 2016. Pour être un peu plus concret, nous prendrons les TV shows sortis en 2016, il y a environ 170 TV shows sortis cette année. Sur le graphique, si on exclut les otaku short et les kids short, on obtient 23 TV shows avec une réalisatrice, ce qui fait environ 13,5% de femmes parmi les directeurs ou réalisatrices de TV shows. Donc les femmes sont très minoritaires à ce poste. Ces chiffres sont vieux, mais si on regarde la proportion en 2021, on obtient 13% à la saison de printemps et 6% à la saison d'été. Donc pas une si grande évolution que ça. Il faut toutefois prendre ces chiffres avec précaution car comme l'a dit LKR, un youtubeur spécialisé sur l'animation japonaise, un grand nombre de personnes travaillent avec des pseudonymes et ou ne divulguent pas leur genre, donc il est difficile d'avoir des chiffres précis. Au final, les trois éléments évoqués semblent confirmer l'existence de male gaze dans l'animation japonaise. Mais du coup, pourquoi me parler du male gaze? Si j'en parle, c'est parce que je pense que Code Geass n'échappe pas à celui-ci, et il dément l'idée qu'un anime original n'aurait pas de public cible. Bon, maintenant passons aux éléments qui pourraient nous permettre de trancher sur la cible de Code Geass. Nous commencerons par le staff de l'anime. Dans cette partie, nous verrons qu'ils sont à l'origine de l'anime Code Geass, car ces informations peuvent nous donner des éléments de réponse sur notre question. L'ensemble des animes Code Geass ont été réalisés par le studio Sunrise.
Le studio Sunrise est un studio d'animation japonaise qui existe depuis 1976. Ils ont réalisé au moment où j'écris le script de la vidéo 185 TV shows, et les animes qu'ils produisent sont en grande partie des œuvres originales. Et ils sont surtout connus pour avoir fait des mechas, comme des Gundam ou Code Geass, mais ils ont aussi fait des animes d'idol, comme les très connus Love Live. Ils ont aussi fait des adaptations de mangas, comme Gintama, Inuyasha, City Hunter, Born to Be on Air, donc surtout des mangas visant un public masculin. Et en regardant vite fait ce qu'a fait le studio, je n'ai trouvé qu'un seul anime TV show, qui est peut-être considéré comme visant principalement un public féminin. Magic Kyun Renaissance, qui est un projet transmédia. Donc à première vue, les animes du studio Sunrise semblent plutôt viser un public masculin. Encore reste-t-il à savoir si les mechas et les idoles féminines visent un public masculin. Mais vous devez sûrement le savoir, pour un anime le plus important ce n'est pas son studio, mais son staff. Plus précisément, nous allons regarder 3 postes clés. Le directeur du projet, le script et le chara design. Goro Taniguchi est le créateur original de Code Geass, Lelouch of the Rebellion, et est aussi le directeur de la série et des films de la série principale. Il a notamment été le réalisateur du film One Piece Red. A première vue, il a participé à des productions d'animes semblant viser un public masculin, même si Skate Leading Stars peut potentiellement viser un public plus féminin. De l'autre côté, il y a Ichiro Okuchi, qui a plusieurs casquettes dans la production de Code Geass, et est avec Goro Taniguchi le créateur original de Code Geass. Il est à la fois au script et à la composition. De manière générale, dans les productions auxquelles il a participé, il est soit au script, soit à la composition, ou les deux. Il a par exemple fait le script de l'adaptation légendaire du manga Devilman. Lorsque l'on regarde un peu les animes auxquels il a participé, on voit beaucoup de mechas et d'animes visant un public plutôt masculin, comme Guilty Crown, les films Berserk, etc. Toutefois, il a écrit un LN en 2 tomes sur Utena, qui est un shoujo. Ce LN développe le contenu des 5 premiers épisodes de l'adaptation animée du manga. Il est important de savoir que Ichiro Okuchi et Goro Taniguchi ont participé au script des premières adaptations en manga et LN de Code Geass. Au chara design, nous avons Clamp, donc ce sont elles qui sont à l'origine des designs des personnages que l'on retrouve dans Code Geass. Mais qui est Clamp? Clamp est un groupe de 4 femmes, Agea Okawa, Mokona, Tsubako Nekoi et Satsuki Igarashi, même si à l'origine elles étaient 7. Ce groupe a marqué l'histoire du shoujo. Leurs titres les plus connus sont Cardcaptor Sakura, X, Tokyo Babylon et plein d'autres titres, la liste est très longue. La présence de Clamp au chara design est un des éléments cités pour défendre que Code Geass est un shoujo. Mais si elles sont connues en majorité pour des shoujo, au début des années 2000, elles ont commencé à publier dans des magazines shonen et seinen, avec par exemple la romance Chobits, prépubliée dans le Young Magazine entre 2000 et 2002, Tsubasa Reservoir Chronicle de 2003 à 2009 dans le Weekly Shonen Magazine, XXX Holic dans le Weekly Young Magazine de 2003 à 2010, puis dans le Bessetsu Shonen Magazine, et encore d'autres titres. En 2016, elles sont revenues aux fondamentaux avec un shoujo Cardcaptor Sakura Clear Card qui va bientôt se finir au Japon. Bien qu'elles soient majoritairement connues pour des mangas, elles ont aussi pris une place importante dans le milieu de l'animation, en ayant été sur de nombreux animes au poste de création du chara design, avec évidemment les Code Geass, mais aussi les Card Fight Vanguard, et de plusieurs autres animes moins connus. Elles sont aussi les créatrices originales de l'anime Blood Sea. Bref, depuis les années 2000, elles ont commencé à participer à de nombreux animés et à s'ouvrir au public masculin. Ce qui fait que dire que Code Geass est un shoujo par la simple présence de Clamp est fondamentalement faux. Surtout que Code Geass a été réalisé au même moment que leur changement de cible éditoriale. Ce qu'il nous faut regarder, c'est le chara design. Clamp a un chara design assez reconnaissable, qui peut dérouter lorsque l'on commence Code Geass. Le chara design est important, car il répond à des critères, celui de plaire au public de l'anime cible. Et donc, par cet aspect, nous pouvons définir à quel public il répond. Lorsque je parle de public, il faut prendre en compte l'hétérocentrisme de celui-ci. Dans Code Geass, les personnages sont élancés, c'est-à-dire très minces, sveltes, et avec des membres très longs qui font un peu bâton. Les traits fins, pour un personnage masculin, ciblent de manière générale plutôt un public féminin, car elles correspondent au canon de beauté attendu par ce public. Mais pour les personnages féminins, on retrouve aussi des critères qui correspondent au canon de beauté, visant un public masculin, avec des personnages féminins fins, mais avec des formes proéminentes. Par conséquent, le chara design semble correspondre aux attendus des 2 publics masculins et féminins. Le staff de Code Geass ne nous permettant pas de trancher, il faut regarder plus directement l'anime. Le premier élément qui nous donne de forts indices sur le public cible est le fanservice. Bref, le fanservice, comme son nom l'indique, nous donne de l'information sur les fans visés. Par conséquent, il nous faut regarder ce fanservice présent dans l'anime. Villetta et Kalen sont 2 victimes les plus importantes du fanservice visant un public masculin. Dans la série Code Geass, on voit 2 fois la poitrine de Kalen et 1 fois celle de Villetta. Ces 2 personnages se retrouvent souvent dévêtus, surtout Kalen, ou avec des tenues très suggestives.
Un élément extrêmement important est le siège conducteur du Gurren Type 2 de Kallen. Elle est la seule à avoir cette position cambrée lorsqu'elle conduit son Nightmare, alors que les autres ont tous un siège normal, une position qui bien évidemment n'a pas été choisie au hasard. Il y a aussi les angles de caméra qui accompagnent la façon dont sont présentés les personnages féminins. Bref, les personnages féminins sont plutôt sexualisés, ce qui correspond au male gaze évoqué précédemment. Mais alors, du côté fanservice féminin. Comme je l'ai dit précédemment, le fanservice visant un public féminin est moins défini. On pourrait se dire que c'est l'inverse du masculin, comme des hommes dénudés, mais ça reste difficile à dire. Heureusement pour nous, il existe deux anthologies de Code Geass qui pourraient nous aider à définir une partie du fanservice. Une anthologie est un manga composé de petites histoires, chacune dessinée par un ou une mangaka différente. Il y en a une visant un public masculin appelée Code Geass Queen for Boys. Il contient évidemment du fanservice, même s'il est plus soft que sur la couverture, sur laquelle on voit Situ qui touche un sein de Kallen et un liquide blanc sur le visage des deux protagonistes avec un gros sous-entendu Yuri. La deuxième anthologie s'appelle Code Geass Knight for Girls et vise, comme son nom l'indique, le public féminin. Sur la cover, on voit un sous-entendu yaoi et sous la jaquette, on voit Todo dessiné torse nu. À l'intérieur de cette anthologie, on peut noter d'autres éléments qui pourraient être du fanservice visant un public féminin, comme le louche qui rougit, le louche qui se travestit et se fait draguer par Schneisel, bref, beaucoup de sous-entendus yaoi. Donc, dans le fanservice pour public féminin, on pourrait mettre des personnages masculins torse nu, des sous-entendus yaoi, des personnages masculins qui rougissent, ou dont on voit la faiblesse, etc. J'avoue que l'on ne retrouve pas vraiment ces éléments dans l'anime. Le louche ne rougit jamais, les sous-entendus yaoi sont inexistants ou alors je ne les ai pas vus, et on voit peu, voire pas du tout de personnages masculins dévêtus. La seule scène à laquelle je pense, où on peut voir le torse nu de Lelouch, a du sens car il est en tenue de plongée, pour nous indiquer ce qu'il a fait de manière indirecte. Je vous ai parlé au début de l'existence d'épisodes spéciaux présentés dans les DVD et Blu-ray de Code Geass. Cette fois-ci, il nous donne plus d'informations sur le fanservice car des scènes de ces épisodes spéciaux n'ont pour seul but que de plaire aux fans afin qu'ils achètent les DVD. Dans le Code Geass R1 Picture Drama, épisode 2, on a une scène dans un bain avec les personnages féminins de l'école d'Ashford qui sont bien évidemment nus. Dans l'épisode 5, ils vont à la piscine de Clovis et sont donc en maillot de bain. Dans l'épisode 6, les personnages se travestissent et on voit le louche rougir et les costumes des personnage masculin est plutôt mis en avant, qui pourrait du coup coller plus à du fanservice pour un public féminin. Dans les épisodes spéciaux de la saison 2 de Code Geass, Pictural Drama, dans l'épisode 3, Kallen est déshabillé et dans l'épisode 4, le louche se travestit. Bref, ces épisodes spéciaux peuvent correspondre au fanservice des deux genres, même si l'accent est plus mis sur la sexualisation des personnages féminins. Si je devais conclure sur le fanservice, je dirais qu'il a beaucoup plus tendance à viser un public masculin. Mais qu'en est-il des thèmes de l'anime ? Code Geass a de nombreux thèmes, comme la politique, les super pouvoirs, l'aspect school life, et le plus important, le thème mecha. Qu'est-ce que le thème mecha ? Mecha vient de mécanique qui correspond à tout ce qui est mécanique, même si lorsque l'on parle de mecha, nous parlons majoritairement des gros robots, qui dans Code Geass sont appelés les Nightmares. Le mecha est considéré comme un thème ou un sous-genre. La première apparition de ce thème viendrait du manga Astro Boy d'Osamu Tezuka en 1952. Mais est-ce que ce thème a un public cible ? Sur MyAnimeList, on trouve 2 josei avec le thème mecha, 4 shoujo, 266 shonen et 116 seinen, ce qui fait environ 1,5% de mangas avec le thème mecha visant un public féminin. Ainsi, il est fort probable que le thème mecha vise plutôt un public masculin, et donc que par ce thème, Code Geass vise majoritairement ce public. Maintenant, passons à l'argument principal qui défend la position que Code Geass est un shoujo, son adaptation en manga. Le manga Code Geass Lelouch of the Rebellion est sorti en 2006, un peu avant l'anime. Mais il s'agit bien d'une adaptation car la dessinatrice Majiko a été supervisée par les deux auteurs originaux de Code Geass, Okochi Ichiro et Taniguchi Goro. Le manga a été prépublié dans le Gekkan Asuka qui est un magazine de prépublication mensuel shoujo. Le manga est très différent de l'anime. Le lore reste à peu près le même, mais avec une réécriture de celui-ci en supprimant les mechas, ce qui amène à une restructuration complète du scénario. On garde les scènes cultes de l'anime, mais elles sont totalement différentes. Par exemple, lorsque le Kallen pense que le louche est le personnage qui l'a aidé dans le ghetto de Shinjuku, elle reçoit dans l'anime un appel téléphonique sous la douche, ce qui amène à une scène où on la voit nue, alors que dans le manga, lorsqu'elle a des suspicions sur le louche, elle est juste dans la cour de l'école, lorsqu'elle reçoit l'appel. Vous l'aurez compris avec cet exemple, dans le manga, les personnages féminins ne sont pas sexualisés. Pourtant, ils auraient pu l'être, par exemple dans le tome 4, lorsqu'ils sont allés à la plage sur l'île de Kamino. Une autre différence qui me semble intéressante est la scène de sauvetage de Femia lorsqu'elle est reconnue pendant le festival du lycée Ashford. Dans le tome 5, Suzaku sauve Euphemia sur un cheval alors que dans l'anime il utilise un Nightmare qui sert à faire la pizza. Cette scène fait d'ailleurs un peu penser à une caricature du prince charmant sauvant la demoiselle en détresse. Le chara design est lui aussi un peu différent de l'anime
Ils sont plus arrondis et sont aussi plus maladroits au niveau des proportions. Mais le chara design s'est petit à petit amélioré et rapproché de celui de l'anime. Toutefois, il y a une différence importante concernant la poitrine des personnages féminins. Leurs poitrines sont moins imposantes et surtout elles ne sont pas mises en avant. Ainsi, ce qu'on peut retenir, c'est que l'adaptation de Code Geass en manga a enlevé le thème mecha visant plutôt un public masculin et a enlevé le fanservice pour le public masculin. Le chara design est plus adapté aussi au public féminin que masculin. Donc cette adaptation correspond plus à un Code Geass pour un public féminin, mais ne peut servir d'argument pour dire que l'anime Code Geass est un shoujo. Bien au contraire, car pour en faire un shoujo, Majiko a dû retirer des éléments importants de l'œuvre originale. Pendant l'apparition des 2 saisons de l'anime Code Geass Lelouch of the Rebellion, d'autres spin-offs sont sortis en manga, comme Code Geass Suzaku of the Counter-Attack, qui est un spin-off prépublié dans un magazine shoujo. L'histoire se concentre sur Suzaku et ne contient pas de mecha. Comme il n'y a pas de mecha, Suzaku dispose du Lancelot qui est une combinaison augmentant ses capacités physiques avec un design très proche de son homologue mecha. D'ailleurs, on peut voir sa combinaison pendant le festival du lycée Ashford. Il y a aussi le spin-off Code Geass Nightmare of Nunnally qui lui est prépublié dans un magazine shonen et qui contient des mechas. C'est une version alternative de Code Geass qui se concentre sur Nunnally qui veut venger la mort de son frère. On en a parlé juste avant, il y a aussi le manga Code Geass Queen for Boys prépublié dans un magazine shonen et visant de manière très explicite les garçons. De l'autre, on a Code Geass Night of Girls qui a été publié dans un magazine shoujo. Enfin, un autre spin-off a lui été publié dans un magazine shonen. Il s'agit de Bakamatsu Inburoku Code Geass Angyoku no Lelouch, et il y a des mechas dans ce petit spin-off. Dans le creux, entre la fin de la série et les 10 ans de la série, est sorti 2 autres spin-offs de Code Geass Shikoku no Renya, un shonen qui se passe dans le passé de Situ, et il y a des ninjas et des samouraïs, et un second spin-off de Code Geass Sobo no Oz, prépublié lui aussi dans un magazine shonen, et qui contient des mechas. Dans ce spin-off, on suit d'autres personnages entre la saison 1 et la saison 2 de Code Geass. Ce spin-off a d'ailleurs eu une suite, Code Geass Sonbu no Oz O2. Ensuite est arrivé les 10 ans de la série principale de Code Geass, ce qui a amené à de nouvelles adaptations en manga. Le premier est Code Geass Lelouch of the Rebellion Re, qui adapte la saison 2 de Code Geass et est considéré comme la forme définitive de celle-ci. Le manga a été prépublié dans le Comic New Type, un magazine de prépublication seinen. Cette adaptation est plus fidèle à l'anime et contient des mechas. Ensuite, nous avons Code Geass Fukasu no Lelouch, toujours en cours de parution, qui fait suite au manga précédent, Code Geass Lelouch of the Rebellion Re, et adapte le film du même nom, et contient également une histoire inédite qui fait le lien entre la saison 2 et le film. Vous vous en doutez bien, ce manga est lui aussi publié dans le Comic New Type, ce qui en fait donc un seinen. Le dernier spin-off, que nous n'avons pas abordé, est Code Geass Lelouch of the Rebellion, Lancelot Unguren. Ce spin-off a été prépublié dans le New Type, un magazine de prépublication seinen, et comme son nom l'indique, il y a des mechas. Ce spin-off est une suite d'histoires courtes se concentrant sur Kalen et Suzaku et se situant entre la saison 1 et la saison 2. Donc, en résumé, il y a des spin-offs de Code Geass dans à peu près toutes les cibles éditoriales. Mais seulement les spin-offs prépubliés dans le magazine shonen ou seinen contiennent le thème mecha. De plus, la première adaptation de Code Geass, qui est un shoujo, est très différente de l'anime. Et une seconde adaptation de la saison 2 a été prépubliée dans un magazine seinen et est considérée comme la forme définitive de celui-ci. Mais que peut-on déduire de tous les éléments que nous avons vus depuis le début de la vidéo? Code Geass est un anime original, qui a eu des spin-offs de plusieurs cibles éditoriales, ce qui laisse sous-entendre que l'anime pourrait viser un public mixte. Toutefois, l'adaptation reconnue comme la forme définitive et les spin-offs les plus proches de l'anime, par la présence du thème mecha, sont ceux visant un public masculin. L'anime Code Geass pourrait ainsi être considéré comme mixte, mais penché davantage vers le public masculin, par la présence de mecha et du male gaze qui pose un regard sexualisant sur les personnages féminins. J'aimerais terminer cette vidéo sur 2 points. Revenons sur les magazines de prépublication. En réalité, si les magazines de prépublication sont catégorisés selon des cibles éditoriales, genrées et selon l'âge, il ne faut pas oublier que chaque magazine de prépublication a en réalité sa propre cible éditoriale, et qu'elles peuvent viser un public mixte ou d'un genre en particulier, et avec des goûts précis. Chaque magazine a sa propre histoire et une identité unique. Entre Dessert spécialisé sur les romances et Asuka, il y a 2 mondes différents. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plus de différences entre les mangas d'une même cible éditoriale qu'entre les catégories de cibles éditoriales, sans pour autant nier leurs différences qui font leur force et permettent au public de trouver ce qu'il recherche. C'est ces différences qui font la force du shoujo, et selon moi, supprimer la catégorisation par cible éditoriale en France ne pourrait avoir qu'un effet plus que négatif pour le shoujo. Oui, cela rendrait le stigma du terme shoujo moins voyant, mais cela pourrait invisibiliser dans la masse les mangas proposant une vision plus féminine du manga qui sort de ce male gaze ambiant. Et il ne faut pas non plus fantasmer, enlever le terme shoujo va juste augmenter les stéréotypes sur celui-ci car les gens ne vont pas oublier cette catégorisation du jour au lendemain,
et vont eux-mêmes faire cette catégorisation à partir du style de dessin, du genre romance par exemple, du genre du protagoniste, ce qui pourrait encore plus augmenter les stéréotypes sur cette cible, car c'est eux-mêmes, à partir de critères qu'ils auront définis, qu'ils créeront cette catégorie dans leur tête. Enfin, et si en réalité on s'en foutait un peu du public cible? C'est la réponse que j'aurais aimé vous donner dans un monde parfait, mais il ne faut pas oublier le patriarcat. C'est facile lorsque le male gaze nous satisfait, de par notre genre, de dire qu'on s'en fout de la cible éditoriale. Mais en réalité, cela invisibilise les problèmes d'inégalité de genre. Ce n'est pas un hasard si Code Geass est défendu par certaines personnes comme étant un shoujo. Code Geass est une œuvre populaire, plutôt consensuelle sur ses qualités, et donc défendre que c'est un shoujo permet de défendre qu'un shoujo puisse plaire à ceux qui n'en lisent pas, et puis que les shoujo ne sont pas que des romances. Et donc que cette œuvre casse les stéréotypes perçus des shoujo. En résumé, les cibles éditoriales sont importantes, encore plus quand il s'agit de shoujo car elles permettent de mettre un point de vue plus féminin, très souvent invisibilisé. Pour autant, il ne faut pas être binaire et ne pas oublier que dans certaines cibles éditoriales, il y a une grande variété et que des magazines de prépublication peuvent viser un public dit mixte ou même plusieurs publics. Il faut parfois savoir détacher le magazine de prépublication du manga en lui-même. Par conséquent, Code Geass est un animé visant un public mixte, mais avec un point de vue masculin et un thème plaisant majoritairement à ce public masculin. Plutôt que de vouloir défendre que tel anime est un shoujo, nous pouvons plutôt dénoncer le male gaze et promouvoir un point de vue plus féminin dans la fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo. Ça me sera d'une grande aide pour que je puisse continuer à faire d'autres vidéos. C'est tout pour cette vidéo et je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.